bonsoir. Un homme s'est aujourd'hui donné la mort en Loire-Atlantique, un homme politique. Yves Laurent, 39 ans, maire socialiste de Saint-Sébastien-sur-Loire, près de Nantes, s'est suicidé parce que son nom avait été cité dans une affaire de corruption et son geste dramatique va relancer la polémique sur le financement des partis politiques. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Mais nous allons tout d'abord saluer la présence d'un homme ce soir sur notre plateau, un homme libre, Abraham Serfati. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez en prison depuis 74, novembre 74, en réalité novembre 74 au centre de torture de Dermoulay Sherif pendant 14 mois et en prison depuis janvier 76. Vous aviez quel âge quand vous êtes entré en prison? 48 ans. Vous avez quel âge aujourd'hui? 65. 17 ans en prison? Oui. Sans voir le jour? Le jour de la prison. Uniquement? Oui. Et ce soir vous êtes libre? Oui. Que ressentez-vous? Bien, je ne suis pas encore habitué. Bien sûr, intérieurement, j'ai toujours été un homme libre. J'ai même écrit que j'étais peut-être l'homme le plus libre du Maroc. Mais la liberté, je ne suis pas encore habitué. Vous vous attendiez à cette libération? Non, je ne m'attendais pas à une libération me concernant, et pratiquement mes 3 compagnons qui sont avec moi, avant le référendum sur le Sahara en janvier prochain. Nous allons poursuivre cette conversation tout au long du journal, Abraham Serfati, mais regardons ensemble. Avec vous, regardez votre arrivée cet après-midi à Orly, Élise. C'était à 15h45, après 17 ans donc passés en prison. Abraham Serfati faisait ses premiers pas en France et dès son arrivée à Orly, lors de ses premières minutes de liberté, il a tenu à condamner les autorités marocaines et à affirmer ses opinions, cela malgré sa fatigue et son émotion. Nathalie Darigrand, Christophe Hérault. Voilà le concierge. Abraham Serfati en balade dans Paris, au bras de sa femme. Ce matin, c'était encore un rêve pour l'opposant marocain. Un rêve qu'il a dû faire et refaire en 17 années de prison. Un rêve devenu réalité cet après-midi. Une réalité que même sa femme avait du mal à croire. J'étais dans le métro. J'avais rendez-vous avec une amie. Elle m'a dit, est-ce que tu as entendu les nouvelles? J'ai dit non, bien sûr. Vous y avez cru, madame? J'en ai tant entendu. Mais cette fois, c'est vrai, Serfati est libre. Heureux, fatigué et lui aussi surpris, à 7h ce matin, ses avocats sont venus lui annoncer la nouvelle. À 11h, il décollait de Rabat. Libre, sans condition, lui ont affirmé les autorités marocaines. Dans tout cela, il n'a à aucun moment été question de quelque condition que ce soit. Et il va de soi qu'en ce qui me concerne, je maintiens intégralement toutes mes opinions, sans réserve aucune, sur tout ce pourquoi j'ai lutté depuis toute ma vie. Merci à vous tous. Une lutte qu'Abraham Serfati entend bien poursuivre. Il a aussitôt protesté contre le maintien en prison de ses compagnons et la raison de son expulsion. Le gouvernement marocain a affirmé ce matin qu'il ne possédait pas la nationalité marocaine mais brésilienne. À 65 ans, Serfati retrouve sa liberté et n'a rien perdu de son ardeur. Vous connaissez le Brésil? Non, par mon père qui a passé 17 ans dans la jungle amazonienne, mais pas personnellement. Donc vous n'êtes en rien brésilien? Non, non, absolument pas. Vous avez Non, toujours été marocain? Oui, bien sûr. Alors pour ceux qui vous connaissent mal, retraçons votre parcours politique. Opposant de tendance marxiste-léniniste, Abraham Serfati dirigeait le mouvement En Avant. Il était et il reste aujourd'hui le symbole de tous les opposants marocains. Son portrait est signé Isabelle Thomas. Mi-août, Hassan II gracie une quarantaine de détenus politiques. Abraham Serfati n'en fait pas partie. Quel est donc l'homme que le roi du Maroc cantonne depuis 17 ans dans les geôles de son royaume? Abraham Serfati, 65 ans, est en effet considéré par Amnesty International comme le plus ancien détenu politique du monde. Né en 1926, ce juif de Casablanca a eu le tort d'épouser la cause palestinienne et surtout celle du Polisario en contestant obstinément la marocanité du Sahara occidental, malgré les pressions politiques et physiques qui en font aujourd'hui un homme définitivement marqué. Ingénieur des mines de Paris, il fonde en 1970 le mouvement clandestin marxiste-léniniste Hilal al-Hammam. Emprisonné depuis novembre 1974, il est condamné 3 ans plus tard par la Cour d'appel de Casablanca pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. C'est à Kénitra qu'il était emprisonné, isolé même, puisqu'en juillet dernier, on interdit à sa femme Christine de lui rendre visite, celle qu'il a épousée en captivité en 1986 et qui n'a jamais cessé de combattre pour son mari.
Et cette libération a suscité de nombreuses réactions de tous ceux qui tentaient de faire pression sur le roi Hassan II pour le sauver. La Ligue des droits de l'homme, le PS, le PC, la CGT se sont félicités de cette libération. Plus globalement, la France s'est réjouie et le Quai d'Orsay s'est exprimé sur les conditions de cette libération. On écoute Daniel Bernard. À ce stade, encore une fois, il y a un événement heureux, c'est la libération de M. Sarfati. Le reste me paraît secondaire. De toute manière, les relations franco-marocaines ont la densité, l'importance que l'on sait. Et par conséquent, je crois qu'il serait hasardeux et probablement maladroit de commenter en un jour où l'essentiel c'est de se réjouir devant la libération d'un homme qui a été prisonnier pendant 17 ans, de mettre d'autres considérations sur la table. Et la satisfaction de tous les amis d'Abraham Serfati est à la mesure de leur surprise. Ils n'y croyaient pas beaucoup et restent intrigués par le changement de comportement du roi Hassan II. Les raisons de ce changement sont sûrement le résultat de deux faits. Le premier, c'est la campagne de protestation menée depuis des mois par des intellectuels français ou étrangers. Le deuxième, c'est le début du règlement du problème du Sahara occidental par l'ONU. L'expulsion d'Abraham Serfati serait en quelque sorte un gage d'Hassan II à l'ONU. Mona Interman. Intransigeance du roi, il y a encore un mois, sur le cas Abraham Serfati. La seule façon pour lui de sortir de prison, c'est la grâce royale. Tant que ce monsieur n'aura pas reconnu que le Sahara est marocain, bien la grâce royale ne jouera pas pour lui. Tous les autres sont sortis. Réaction de l'écrivain Gilles Perrault qui s'est mobilisé pour M. Serfati. C'est la campagne internationale qui est puissante, qui a été puissante, notamment en France, il faut bien le dire. C'est le fait aussi que le Maroc est dans une situation difficile avec le référendum sur le Sahara occidental. Le Sahara occidental, c'est ce territoire désertique, 260 000 km². Depuis 1973, le Front Polisario se bat pour son indépendance. Pour les Marocains, presque toutes tendances confondues, ce sol riche en phosphate fait partie du royaume. Le Maroc a cependant accepté un référendum sous les auspices des Nations Unies d'ici janvier prochain. Le 6 septembre dernier, le Front Polisario a instauré un cessez-le-feu fêté par ses habitants. Ceux-ci sont 70 000 pour les Nations Unies, mais 120 000 pour les autorités marocaines, un sérieux problème en perspective pour le décompte des voix lors du référendum. Hassan II a bon espoir de garder le Sahara occidental. Il sait que la question des droits de l'homme a sérieusement écorné son image de souverain moderne. La libération d'un homme lui sera-t-elle bénéfique pour récupérer ce Sahara occidental? Abraham Serfati, je vous observais en train de regarder les reportages de notre rédaction et je vous voyais à la fois attentif et ailleurs. Vous regardiez la télévision dans votre prison? La télévision marocaine, quelquefois péniblement la télévision espagnole, mais rarement. Donc la télévision marocaine, il n'y a pas grand-chose à en dire, puisqu'elle ne contient pas grand-chose. Comment viviez-vous en prison? Quelles étaient les conditions de votre détention? Bien, on avait une vie, dans notre quartier, c'est spécifique, dans notre quartier, une vie libre au point de vue des heures, que ce soit le jour ou la nuit. Nous n'avions pas de contraintes de l'administration à cet égard, ce qui nous permettait, chacun de nous, d'organiser notre vie à notre façon. Et donc, les jours se passaient, d'une part, pour les problèmes matériels de la vie quotidienne, bien entendu, un peu de gymnastique en ce qui me concernait le matin, du travail, mais dans des conditions limitées, parce qu'on ne peut pas récupérer vite la fatigue intellectuelle. Et puis, pour se distraire le soir, de temps en temps, un film qui valait ce qu'il valait, sur les antennes des télévisions marocaines. Et vous aviez subi des contraintes physiques, des pressions Des contraintes physiques très dures les premières années, surtout les 14 premiers mois au Der Moulay Shrif. Par exemple? Bien des tortures que j'ai décrites dans un texte publié par l'État moderne. Et puis le reste du temps, la garde à vue du Der Moulay Shrif, c'est-à-dire les yeux bandés et les menottes aux mains. Des tortures physiques? Des tortures physiques très dures, pendant plusieurs semaines au début. On vous a accusé d'avoir posé des bombes, vous n'avez jamais posé de bombes? Non, on ne m'a d'ailleurs jamais accusé d'avoir posé des bombes, pour la bonne raison qu'il n'en existait pas. C'est inexistant dans mon dossier du procès de Casablanca. Ça, c'est une contre-vérité absolue. 17 ans en prison pour quoi? Un délit d'opinion? Parce que vous n'étiez pas d'accord? Bien sûr. Pas d'accord dans tous les domaines, bien entendu. Et vous n'aviez pas envie de révolter, de vous révolter? Enfin, comment physiquement avez-vous pu tenir en sachant que vous étiez en prison pendant 17 ans uniquement
parce que vous étiez, comme dit Amnesty International, un prisonnier politique? Eh bien, en août 70, lorsqu'avec quelques camarades, nous avons pris la décision de fonder cette organisation, nous savions, de par les expériences d'autres militants révolutionnaires des années 60, que nous risquions notre vie, et pas seulement notre liberté. Et nous avons assumé ce risque. Par conséquent, la suite allait de soi, et même je m'étonne d'être 21 ans après encore vivant. Mais lorsque j'étais arrêté en novembre 1974, ce qui, en plus de cette conception de principe initiale, était important, c'est le fait que dans ces 4 premières années de lutte, avant mon arrestation, déjà les germes d'une pensée révolutionnaire juste pour le Maroc avaient pris corps, en particulier dans la jeunesse marocaine. Il vous demandait de vous renier, de revenir sur vos convictions? Au Dermoulay Shrif, on m'a torturé pour me faire parler. Torturé comment? Vous dites torturé? Bien écoutez, c'est difficile à décrire ici. Je l'ai écrit 10 ans après, je ne pouvais pas l'écrire les premières années. Pardonnez-moi, tous les téléspectateurs n'ont pas forcément lu. Oui. C'est pour ça que je vous pose la question. Écoutez, la torture, c'est probablement, je ne dis pas parce que je l'ai vécu, mais c'est la chose la plus affreuse que puisse vivre un être humain. Parce qu'on essaye de le détruire en tant qu'être humain, et pas seulement physiquement. C'est l'avilissement total du corps, du physique. L'avilissement total, poussé à son extrême inconcevable. Dans les séances de torture que j'ai vécues, je sentais comme une petite lumière en moi qui s'enfonçait dans un maelstrom d'horreur et d'avilissement, mais qui restait tout le temps vivante. Et voilà. C'était quoi cette lumière? Votre famille, vous y pensiez? Dans ces heures-là, on ne pense pas à des choses précises. Bon, il y a tout son acquis de toute sa vie, naturellement, de la lutte, de ses idéaux, de l'exemple de ses parents, du souvenir de ma sœur morte de ses tortures. Votre sœur? Ma sœur Evelyne, et qui avait résisté aux tortures, sans parler, alors qu'elle avait un contact avec moi, et qu'elle n'a pas révélé, mais qui en est morte 2 ans après. Alors, tout ça était en moi dans cette petite lumière, mais pas d'une façon, on ne peut pas penser à ce moment-là. Et à ce moment-là, vous aviez des contacts avec l'extérieur où vous étiez complètement coupé? Au Dermoulay Shrif, complètement coupé. Dans les ténèbres? Total. Physique et morale. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus à ce moment-là? Oh, on ne pense pas à ce qui manque à ce moment-là. Quand on commence à reprendre des forces, puisqu'on n'a rien à faire, on est sous le bandeau et menottes aux mains, on repasse toute sa vie en arrière. Bon, mais on ne peut même pas penser à l'avenir, parce qu'on ne sait pas s'il y aura un avenir pour soi, bien sûr. Mais j'avais confiance que notre lutte porterait ses fruits. C'est ce que j'ai vécu dans ces 14 mois au Dermoulay. Et ce soir, vous êtes libre? Oui. Vous êtes en vie? Est-ce que vous avez le sentiment d'être resté le même? Ah oui, absolument. Plus riche, sans doute, plus riche de toute cette expérience, de toutes les idées que nous avons pu discuter avec nombre de camarades en prison, des lectures que j'ai faites, des enseignements de la lutte au Maroc, mais aussi dans le monde. Tout cela. Vous êtes libre ce soir, mais il y a encore d'autres prisonniers au Maroc, des prisonniers politiques. Il y a encore plusieurs centaines de détenus politiques. Il y avait environ 250 prisonniers recensés par Amnesty International avant les événements de décembre 90 au Maroc. Et maintenant, ces mêmes organisations des droits de l'homme les ont chiffrés à 788, compte tenu des arrestations de décembre dernier. Il y a, bien entendu, mes 3 compagnons qui sont restés ce matin dans ce quartier de la maison centrale de Kenitra. Qui vous ont vu partir? Qui m'ont vu partir. Ahmed Ben Nasser, Abdullah Al-Kharif et Ahmed Rakiz. Ils savaient qu'on vous libérait ou ils craignaient le pire? Non, l'information officielle était comme libérée, sans plus. Bon. Et les autres, dans quelles conditions vivent-ils? Alors on parle souvent ici, vous savez, du bagne de Tazmamart. Oui, alors, si vous voulez, nous 3, nous sommes la vitrine de l'administration pénitentiaire marocaine.
nos camarades qui sont dans les autres quartiers de la prison centrale ou dans d'autres prisons réparties dans tout le Maroc vivent au contraire des conditions très difficiles. Les droits communs vivent des conditions absolument infernales et absolument indescriptibles. Ça veut dire quoi, infernal? Infernal, par exemple, je vous dirai ce que j'ai vu à la prison de Rabat. Des gens qui passent 23 heures sur 24 accroupis parce qu'ils n'ont pas la place de s'allonger. Accroupis. Des gens dans toutes les prisons du Maroc qui n'ont pour survivre que le hashish, lequel hashish circule dans toutes les prisons par tous les réseaux de l'administration pénitentiaire. Et ils ne peuvent survivre, ils ne peuvent éviter de devenir fous que comme ça. Et j'en ai vu devenir fous, sans compter ceux qui se suicident. C'est Tazmamart. Tazmamart, c'est pire encore. Tazmamart, c'est un enfer dont des descriptions assez précises ont pu filtrer, notamment ces derniers mois. Personnellement, je dis que Tazmamart restera dans la mémoire du peuple marocain, comme les Auschwitz dans la mémoire des peuples d'Europe. Pardonnez-moi. Personnellement, je pense que ce texte de cet officier marocain enfermé à Tazmamart, qui est passé ce printemps passé, devra être enseigné aux enfants des écoles marocaines, comme est enseigné aux enfants des écoles italiennes le livre de Primo Levi, Si c'est un homme. Pardonnez-moi, Abraham Serfati, si par ces questions, quelquefois presque impudiques, je remue un petit peu ce passé tout récent. Hier encore, c'est un présent. C'est encore un présent. C'est un présent. Vous êtes toujours marocain? Bien sûr. Vous vous sentez toujours marocain? Naturellement. Naturellement. Pas seulement... Bon, tout ça. Et il y a encore un long combat à mener pour les droits de l'homme dans ce pays? Oui, bien sûr. Un long combat, mais qui commence à avancer. Je crois que le régime marocain est obligé de lâcher du lest. Il sera obligé encore plus, à condition que la pression nationale et internationale se maintienne, dans les prochains mois, de lâcher encore plus de l'est. Il faut bien sûr qu'on en finisse avec cette horreur de Tazmamart et qu'on lâche, qu'on libère les détenus politiques marocains dans leur ensemble, qu'on fasse ressurgir les disparus. Je connais une jeune femme dont le frère a disparu depuis 1964. 1964, faites le compte. Pas de nouvelles. 28 ans. Qu'est-il devenu? On ne sait pas. Bon, mais il faudra qu'on sache, et s'il est vivant, qu'il ressorte. C'est tout ça pour lequel la lutte doit continuer, bien entendu. Vous allez retrouver votre famille ce soir, vous allez être avec eux, oui, avec vos enfants, avec votre femme, qui a joué un rôle considérable, et vous le savez, Christine Serfati. Oui. Et demain, vous avez envie de quoi faire? De vous promener, de goûter à l'air de Paris? D'abord, je voudrais dire que si je suis ici, c'est aussi, et en bonne partie grâce à Christine, et à sa lutte persévérante depuis tant d'années, pas seulement pour moi, pour les droits de l'homme au Maroc en général. Bon, demain, je vais voir, peut-être ce soir même, je crois, l'épouse de mon fils et mon petit-fils, né il y a quelques mois. Demain, je vais respirer un peu, puis on verra après. Mais la lutte continuera, bien entendu. Merci beaucoup, Abraham Serfati. Merci à vous. Et bonne chance. Merci encore. Et merci au peuple français. Qui a pensé à vous? Merci, Abraham Serfati. Pardonnez-nous pour ce témoignage long, mais je crois qu'il méritait d'être entendu. Il avait une force extraordinaire. Revenons maintenant à l'actualité française avec le suicide d'un homme politique, Élise. Oui, le corps d'Yves Laurent a été retrouvé en début d'après-midi. Il était à demi carbonisé au volant de sa voiture sur un terrain vague. Une lettre a été retrouvée à côté du corps. On n'en connaît pas le contenu, mais Yves Laurent, PS, avait été cité dans un article publié il y a 2 jours dans l'affaire des fausses factures du PS. Jérôme Catala. Yves Laurent, conseiller général de Loire-Atlantique et suppléant du député Jacques Floch. Maire depuis 1983 de Saint-Sébastien-sur-Loire, dans la banlieue de Nantes, une commune de 23 000 habitants, il avait été réélu à plus de 70% des voix en 1989. Économiste de formation, à 39 ans.
Ce socialiste convaincu d'origine modeste était également président de l'Association nationale des conseils municipaux pour enfants, une association dont il s'occupait énormément. Il venait d'ailleurs d'adopter un jeune roumain. Chargé de mission au cabinet de Michel Delbarre, Yves Laurent avait encore présidé ce matin une réunion de travail à la mairie de Nantes. Mais selon plusieurs témoignages, sa mise en cause par différents organes de presse l'avait profondément affecté. Selon l'événement du jeudi, en effet, Yves Laurent aurait reçu 600 000 francs pour une implantation de supermarché sur sa commune. Son corps a été retrouvé en début d'après-midi dans une voiture stationnée près de la Pointe Saint-Gildas en Loire-Atlantique. Il a laissé une lettre d'explication actuellement entre les mains du procureur de la République de Saint-Nazaire. Et ce suicide va contribuer à relancer ce qu'on appelle l'affaire des fausses factures. Elle avait été révélée par un homme, René Trajet, lui-même emprisonné depuis plusieurs mois. Et d'après ses dires, plusieurs millions de francs auraient été détournés au bénéfice du PS et plusieurs personnalités politiques seraient impliquées. Albert Ripamonti. Personnage central de l'affaire, l'industriel nantais René Trajet, incarcéré depuis le 13 mars. La justice le soupçonne d'avoir mis en place en Loire-Atlantique un véritable réseau de financement occulte du Parti socialiste. Depuis des mois, René Trajet se morfond seul en cellule et devant le juge bavarde. Des noms apparaissent, celui de Michel Maurice, ancien directeur de cabinet de Georgina Dufoy, inculpé pour avoir touché 2 chèques d'un montant total de 30 000 francs. Écroué dans un premier temps, Michel Maurice a été récemment remis en liberté. Le nom également de Jacques Floch, le maire de Rezé, voulait bâtir sur sa commune une résidence du 3e âge, mais plus de 2 millions de francs se sont mystérieusement évaporés. Le nom de Joël Batteux, le maire de Saint-Nazaire. Le nom enfin d'Yves Laurent, maire de Saint-Sébastien. Il aurait touché, selon l'événement du jeudi, 600 000 francs de commission dans une histoire d'implantation de supermarché. Si ces faits étaient avérés et en raison de la personnalité des hommes mis en cause, ce sont des élus, la chambre criminelle de la Cour de cassation devrait rapidement être saisie. Tout de suite, les autres événements marquants de l'actualité en France grâce aux images de nos stations régionales. Commentaire Laurence Bobillier. Affaire Boudarel, le juge d'instruction déclare que les faits reprochés à l'universitaire ne sont pas amnistiés et décide donc d'instruire le dossier. Georges Boudarel est poursuivi pour crime contre l'humanité par les anciens prisonniers d'Indochine. Après s'être rallié au Viet Minh, Georges Boudarel avait été responsable d'un camp de prisonniers français de 1953 à 1954. Jean Oltra, bras droit de Jacques Médecin, ancien maire de Nice, condamné à 1 an de prison ferme et à 500 000 francs d'amende pour abus de confiance. C'était le premier procès du système médecin à Nice. Attentat au centre de Bayonne, une agence immobilière a été en partie détruite par une forte charge d'explosifs. Il n'y a pas eu de victimes. L'action a été revendiquée par l'organisation séparatiste basque Ipar-Etarak, opposée au développement du tourisme dans la région. La justice ordonne la libre circulation dans le port de Saint-Malo. Depuis 4 jours, un chalutier, le Bretagne, est bloqué dans le port par les marins de la Coma Pêche. Ces derniers protestent ainsi contre la faiblesse des quotas qui leur sont attribués au large du Canada. Si les marins poursuivent leur action, la Coma Pêche devra payer une amende de 150 000 francs par jour. Quelques centaines de personnes seulement ont défilé dans les rues de Rennes cet après-midi pour protester contre le plan social de l'usine Citroën de la ville. Un plan qui prévoit 1800 suppressions d'emplois. Ce 19-20 est terminé. Vous avez suivi avec nous la nouvelle la plus importante, la libération d'Abraham Serfati, le plus ancien prisonnier politique du monde, qui était ce soir sur notre plateau et qui nous a raconté avec une immense émotion. Tous les événements de l'actualité seront bien sûr abordés à nouveau à 22h50 dans Soir 3, présenté par Marc Hautemont. Et n'oubliez pas, après Thalassa, la première de caractère de Bernard Rapp. Bienvenue Bernard, sur la 3. Bonsoir. Bonsoir.